Herbert von Karajan est mort aujourd'hui à l'âge de 81 ans, chef d'orchestre, playboy à ses heures et homme d'affaires accompli. Il était l'un des maîtres de sa génération, mais également un personnage controversé pour son passé à l'époque nazie. Fin du sommet de Paris, la défense de l'environnement, la lutte contre l'argent sale de la drogue ont rejoint les problèmes de l'inflation et de la dette des pays pauvres au rang des premières préoccupations des 7 chefs d'État et de gouvernement des pays les plus industrialisés de la planète. Sport, Alain Prost endosse le maillot jaune du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne. Laurent Fignon perd le sien au profit de Greg LeMond dans le Tour de France cycliste à l'issue de l'étape contre la montre des Alpes. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche soir est endeuillée par la disparition du chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan, victime d'une défaillance cardiaque à Salzbourg, où il était né il y a 81 ans. Dans la musique, comme dans d'autres domaines, il y a les grands professionnels et les monstres sacrés. Karajan faisait partie de cette deuxième catégorie. Avant tout, il était un grand chef d'orchestre au caractère autoritaire et ombrageux. Il était également un playboy à ses heures et un homme d'affaires accompli au passé tumultueux et controversé, notamment pendant la période du nazisme. Mais ce soir, c'est le chef d'orchestre au talent incontestable que nous saluons d'abord. Sylvie Marie. Jusqu'au dernier moment, Herbert von Karajan aura fait preuve de cette volonté sans faille qui a déterminé toute son existence. Une volonté de faire qu'il s'est imposée, une volonté de puissance qu'il a imposée aux autres. Le monde de la musique perd ainsi le chef d'orchestre le plus prestigieux et le plus controversé de notre temps. Intraitable Karajan, regardez ce document enregistré lors d'une répétition de Don Giovanni. Das heißt, Sie sind bei Moses. Wenn eine Probe von mir geleitet wird, vorher, bevor es anfängt, ein Einverständnis herbeizuführen darüber. Prestigieux, von Karajan le fut pour la qualité unique des sons qu'il obtenait des orchestres et des chanteurs qu'il dirigeait. Paris. Les artistes et l'orchestre complet du Grand Opéra de Berlin. Controversé, Karajan le fut surtout pour son adhésion au national-socialisme dès 1933. C'est Hitler qui le nomma chef de chapelle d'État à la veille de la guerre. En 1941, il dirigeait l'orchestre de Berlin, au Palais de Chaillot et à l'Opéra de Paris. Il n'a jamais considéré cela comme une erreur. How could I prevent failures? And this is, I think, the thing that you be ruthless on yourself, what you do. Chacune de ces répétitions était un événement. No. That's not precise. Masetto. Bitte, tun Sie nicht lachen, weil der Witz der Sache ist, dass, wo Sie so schreien, plötzlich, mi pare di sentire le voci di Masetto. Chef à vie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin depuis plus de 30 ans, maître absolu du Festival de Salzbourg où il est né, personne ne laissera autant de disques que Karajan, des enregistrements magnifiques. Sans doute faut-il écouter sa musique sans trop penser à l'homme. L'événement qui domine l'actualité internationale de ce dimanche, c'est la fin du sommet des 7 grands pays industrialisés du monde. Une fois les lumières éteintes, les policiers disparus, les tapis rouges repliés, que reste-t-il d'une telle réunion? Beaucoup si l'on retient les grandes orientations et peu de choses si l'on attend des décisions concrètes. Nous allons évoquer en détail les principaux points du communiqué final, mais une remarque au préalable. Si l'économie et la politique ont tenu leur place habituelle, elles ont été rejointes au niveau des préoccupations majeures des pays les plus riches du monde par l'écologie, la défense de l'environnement et la lutte contre le trafic et l'argent de la drogue. Mais d'abord, le résumé de cette dernière matinée de travail à l'Arche de la Défense. Dominique Derda. Prenez votre temps, mademoiselle, les 7 ce matin ne sont guère pressés de se remettre au travail. Leurs délégations, il est vrai, ont-elles planché toute la nuit. Le texte final est prêt, 56 chapitres, 23 pages qu'il ne restera plus qu'à relire ensemble, l'affaire d'1 heure et demie à peine.
Ce n'est pas Brian Mulroney qui dira le contraire, l'atmosphère est des plus détendues. Comme une veille de grandes vacances, tous ont hâte de rentrer au pays. L'ordre du jour étant épuisé, le dîner de gala de ce soir est annulé. C'est donc, pour les photographes, la dernière occasion de fixer sur la pellicule le tour de table du sommet de l'Arche. Au nom des autres pays participants, George Bush proposera même de rajouter un dernier chapitre à la déclaration finale pour remercier la France de son hospitalité. Conclusion d'un François Mitterrand visiblement heureux, les liens de travail sont forts, la cordialité et l'amitié entre les sept réels. Nous ne sommes pas un directoire mondial. Nous sommes femmes et hommes de bonne volonté, disposant de moyens que nous entendons mettre au service de l'humanité tout entière. Le sommet de l'Arche est terminé, rendez-vous l'année prochaine aux États-Unis. Alors si l'on reprend les thèmes principaux de ce sommet, en premier la dette ou plutôt les dettes. La France aurait voulu placer en priorité l'aide aux pays du tiers-monde, les pays du Sud. Elle a été évoquée, mais après celle des pays de l'Est comme la Hongrie et la Pologne qui vont recevoir l'appui des 7 grands pays industrialisés par l'intermédiaire de la communauté européenne. La volonté est de permettre aux Hongrois et aux Polonais d'abord de réussir leur passage vers la démocratie. Sur ce thème, commentaire du président de la République, M. François Mitterrand. Georges Bortoli. Quand M. Mitterrand est descendu tout au fond de l'Arche pour rencontrer les journalistes, il a développé 2 thèmes principaux. Un thème souriant d'abord, il prend avec philosophie les critiques contre le jumelage bicentenaire sommet des 7. Bon, bah moi j'ai pris ça comme ça venait, quoi. Je suis un peu habitué. Il est vraiment rare qu'une initiative soit saluée par un concert de vivates ou de bravo. Très rare. C'est encore une chance quand, après coup, l'Asie se transforme, non jamais en bravo, mais en constatation qu'un certain nombre de choses peuvent être réussies et utiles. Deuxième sujet de satisfaction, M. Mitterrand constate que la prise de conscience des problèmes des pays pauvres a fait de grands progrès. Je crois que décidément, le problème des relations entre les pays riches et les pays pauvres est enfin entré dans la conscience des pays industriels les plus avancés. Certes, une conférence Nord-Sud n'est pas encore acquise, mais M. Mitterrand va y travailler, convaincu que les réticences anglo-américaines vont petit à petit s'affaiblir. Alors après la France, tour d'horizon des délégations, du côté de la délégation américaine, le président George Bush est satisfait de l'ambiance, de l'accueil de la France, content également que M. Gorbatchev ait fait savoir aux 7 grands pays industrialisés qu'il s'intéressait à leurs travaux, même si sa participation, dit M. Bush, n'est pas encore pour demain, dans la mesure où il faut encore attendre que le régime soviétique se démocratise un peu plus. Jacques Abouchard. À la manière dont George Bush se dirigeait d'un pas alerte vers les journalistes dans les jardins de l'ambassade américaine à Paris, on sentait l'homme en forme, heureux du travail accompli pendant le sommet de l'Arche. Résultat positif sans restriction, a-t-il dit sous les yeux de Barbara, son épouse, en mentionnant les efforts des 7 pour maintenir une croissance sans inflation ou pour relever les défis de l'environnement. Mais de toute évidence, c'est surtout de l'Europe de l'Est et des rapports avec Moscou que souhaitait parler George Bush. Les élections libres en Pologne, le pluralisme politique en Hongrie, qui aurait pu en rêver il y a quelques années, et la lettre de Gorbatchev adressée au sommet qui symbolise selon lui le signe du changement dans les comportements au Kremlin. George Bush a conclu par une véritable pirouette sur son estrade, puis, s'attardant parmi les journalistes, il a redit sa joie d'avoir assisté aux cérémonies du bicentenaire. Le président américain a évoqué le prochain sommet des 7 qui aura lieu aux États-Unis, peut-être même au Texas, son état d'adoption. Satisfait également le nouveau et discret Premier ministre japonais, M. Uno, interrogé par Jérôme Beny. Nous venons de terminer le 2e cycle des sommets. Durant les 7 dernières années, l'économie du monde a connu une croissance continue. Notre souhait est de voir continuer cette tendance en nous tournant vers l'avenir. C'est à ce moment qu'a eu lieu le sommet de l'Arche, coïncidant avec le bicentenaire de la Révolution française.
Quand j'étais lycéen, j'ai beaucoup appris sur la Révolution française, à commencer par la Déclaration des droits de l'homme. C'est pourquoi j'ai décidé de définir ainsi la position du Japon à l'égard de ce sommet. Ce sommet doit être un sommet d'amour, de lumière et de partage de fardeau. Mais justement, à propos des droits de l'homme, il semblerait que la position du Japon par rapport à la condamnation de la répression en Chine soit un petit peu en retrait. En tant que Premier ministre du Japon, j'ai déclaré au Parlement que l'armée se doit de protéger le peuple et qu'il est très grave du point de vue humanitaire qu'elle tire sur lui. Sur les exécutions publiques, j'ai déclaré que cela était inadmissible à la lumière des valeurs de nos pays démocratiques. C'est ainsi que j'ai déclaré ma position à 2 reprises. Et je pense que ce point de vue doit être partagé par les pays européens et les États-Unis. Mais depuis le drame de la place Tiananmen, beaucoup de jours se sont passés. Je pense que la Chine se doit de continuer à mettre en œuvre sa politique d'ouverture et de réforme pour ne pas s'isoler sur la scène internationale et pour répondre au monde. Voilà pour ce tour d'horizon. Je le disais en commençant, l'événement de ce sommet, c'est peut-être que la défense de l'environnement, notamment dans les pays en voie de développement, qui pourraient être aidés dans ce domaine, et la lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue dans les circuits classiques et honnêtes de l'économie, eh bien ces 2 sujets ont été classés au même rang des préoccupations politiques des 7 grands que l'inflation ou la dette des pays en difficulté. Le commentaire de Philippe Sassier. Quand on compulse cet épais communiqué final de 23 pages qui parle tout à la fois de sida, de bombes aérosols, d'inflation, de dette du tiers-monde, on se dit qu'un sommet, c'est un peu comme à la Samaritaine, on y trouve de tout. Et c'est vrai qu'on y trouve beaucoup des préoccupations qui dominent ou qui vont dominer la vie politique internationale dans les années qui viennent. Ainsi, pour la première fois, les 7 plus grandes puissances du monde occidental reconnaissent que la croissance économique ne peut plus n'importe comment continuer à polluer les mers, les rivières, les forêts. Ainsi, pour la première fois, ces 7 puissances reconnaissent l'existence d'une 8e, le crime et le trafic de drogue, et déclarent la guerre à l'argent sale. Alors, moitié écolo, moitié Colombo, les 7, non, mais préoccupés tout à la fois de la vie quotidienne d'une planète qui va compter 6 milliards d'hommes à la fin du siècle que des grands mouvements de politique. Ainsi, au sommet de l'Arche, la vedette devait aller au dialogue nord-sud, à la dette du tiers-monde. Et c'est vrai que la part du lion est allée au rapport économique entre l'Est et l'Ouest. C'est vrai que des progrès ont été faits en matière de dette, mais ce diable de Gorbatchev a su être l'invité surprise de cette rencontre. Alors à propos de la drogue que vient d'évoquer Philippe Sassier, prenons cet exemple. Les 7 ont l'intention de se doter d'une institution qui non seulement renforcera la lutte contre le trafic de drogue proprement dit, mais empêchera l'argent sale de se retrouver blanchi grâce au recyclage dans les circuits économiques traditionnels, ce qui constitue actuellement, il faut le dire, le grand danger, et qui ne fera qu'augmenter en 1993 lorsque l'Europe sera véritablement sans frontières. Hervé Brusini. Il fut massacré parce qu'il traquait l'argent de la drogue. Le député communiste italien Pio La Torre, à la fin des années 70, était sur le point de faire voter une loi permettant d'enquêter dans les banques siciliennes. La mafia savait que c'était là, frapper au cœur, l'organisation de son trafic. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires annuel mondial de la drogue, c'est 2100 milliards de francs, soit 2 fois le budget annuel de notre pays. Pour les policiers, l'arme absolue reste celle du député italien. Enquêter, décortiquer les réseaux financiers, et cela à l'échelle mondiale. Le scandale de la BCCI le prouve. Cette banque, la 7e institution financière mondiale, était devenue une vaste officine de blanchiment d'argent de la drogue. De Tampa, en Floride, jusqu'à Londres, en octobre dernier, près d'une dizaine de banquiers ont été interpellés. Par-delà les frontières, tous savaient qu'entre leurs mains passaient les fortunes du trafic de la cocaïne produite à Medellín en Colombie. L'argent de la drogue, c'est un problème politique. Ces dollars circulent dans le monde entier, ils conditionnent jusqu'à la survie de certaines économies. Parfois aussi, des responsables d'État sont eux-mêmes impliqués.
Elisabeth Kopp, le ministre de la Justice suisse, a dû démissionner parce que son mari s'était chargé du blanchiment d'1,5 milliard de dollars provenant de la vente d'héroïne. Tous les policiers le disent, la cellule d'action financière préconisée par les 7 devra s'attaquer à très forte partie. En marge de ce sommet et du bicentenaire, la polémique franco-anglaise. Madame Thatcher ayant, je vous le rappelle, affirmé que la France n'était pas le premier pays des droits de l'homme et Monsieur Rocard répliquant à la télévision britannique que le Premier ministre anglais faisait preuve de cruauté sociale dans son pays. Eh bien pour Madame Thatcher, tout ceci est oublié, même si ce matin, humour britannique, en guise de cadeau d'adieu, elle a offert à Monsieur Mitterrand un original de Charles Dickens, un livre intitulé Un conte de deux villes et qui établit un parallèle entre la violence et la terreur qui régnaient en France sous la Révolution et la tranquillité, en comparaison, de la vie britannique à cette même époque. Et pourtant, je le répète, malgré cela, Madame Thatcher est enchantée de l'accueil que Monsieur Mitterrand lui a réservé. Madame Thatcher. I haven't suffered any diplomatic slights, any kind whatsoever. I think I've sat at every head of government dinner on President Mitterrand's right. President Bush, who's the other head of state, sat opposite, as you would expect, and I've sat on his right. We've had very good, very good, excellent relationship between President Mitterrand and myself. I haven't had anything which could even remotely be termed a slight. Indeed, I've had every attention. You look very disappointed. Voilà, affaire terminée maintenant. Donc, comment le dire et quoi dire pour conclure cette semaine folle du bicentenaire et du sommet des 7 réunis? Que d'événements, défilés, feux d'artifice, poignées de main, policiers, réunions, pays riches, pays pauvres, tout se mélange un peu dans les têtes. Isabelle Bechler. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il était une fois un président humaniste qui voulait que ce soit la fête pour tout le monde, pas seulement pour les riches. Certains ne le lui envoyaient pas dire d'ailleurs, qui trouvaient un peu trop solitaire le convoi des 7 riches. Mais fallait-il donc des jumelles à Margaret Thatcher pour distinguer la pyramide guinéenne, sons et gesticulations? Il était dit qu'on ne se mélangerait pas, les 7 plus pauvres du monde se retrouvaient à la mutualité, et sans tapis rouge, sans dîner fin, mais à quoi bon? Les Parisiens, eux, faisaient la fête, un peu étourdis, des images entrechoquées, pendant que les grands du monde occidental parlaient dettes, drogue, nord-sud mais pas trop, environnement beaucoup, est-ouest un peu, car l'Est frappait à la porte. Jean-Paul Goude et sa Marseillaise étaient dans l'air du temps. On se rencontrait à souper entre créanciers et débiteurs, anciens colons et nouvelle démocratie. Les Parisiens n'en reconnaissaient pas leur ville. Un seul impératif, la sécurité, jusqu'à en désincarner la capitale, qui avait des visages de fête un peu déserts par moments. Heureusement, une grande dame tricolore a enjoint aux troupes de former leur bataillon pour fêter le bicentenaire de cette révolution qui a fondé nos institutions. Les troupes ne s'en sont pas privées. L'actualité de ce dimanche, c'est encore à l'étranger. Tout d'abord, une dépêche tombée il y a quelques instants à peine. Nouvel incident avec un sous-marin nucléaire soviétique en difficulté au large de la Norvège. Selon les premières informations que nous avons reçues, une fumée se dégage du bâtiment qui a fait surface, entouré d'autres navires de la marine soviétique. L'actualité en France ce dimanche, c'est avant tout l'évasion d'un dangereux malfaiteur à la prison des Baumettes à Marseille. Ahmed Othman, récidiviste de la cavale, soupçonné du meurtre d'un gendarme et qui a scié les barreaux de sa cellule du quartier de haute sécurité. Claude Crespo, Jean-François Georgetti. Malgré la vigilance et l'importance des forces de police et de gendarmerie, aucune nouvelle de l'évadé des Baumettes en cavale depuis ce matin dans la région de Cassis. Il faut dire que c'est un récidiviste et un spécialiste. Déjà, en décembre 87, il avait échoué lors d'une tentative. Et en mars 88, au tribunal d'Aix, au cours d'une comparution, une grenade sera découverte sous le banc des prévenus. Signe d'une complicité évidente, complicité que l'on retrouve dans ce qui s'est passé ce matin. Ahmed Othman, 28 ans, a scié les barreaux de la fenêtre de sa cellule. Il se retrouve dans la cour, et là,
Une corde envoyée par des comparses lui permettra de faire la belle sans difficulté. La chance est de son côté, il évite sans dommage les balles tirées du Mirador par le gardien de faction. L'homme est réputé dangereux et purgeait ici une peine pour vol aggravé et tentative d'homicide sur un policier. À noter encore, après le meurtre d'un fils de Harki, près de Nîmes, c'était vendredi dans la nuit, les gendarmes sont en possession désormais d'un portrait robot du meurtrier qui s'est enfui à bord d'une automobile après avoir abattu le jeune homme d'un coup de fusil. Revenons, c'est promis une dernière fois ce soir sur le bicentenaire de la Révolution qui n'a pas que des partisans puisque ce week-end en Italie a eu lieu une sorte de contre-célébration du bicentenaire de la Révolution française réunissant des aristocrates venus de toute l'Europe. Reportage de notre correspondant à Rome, Marcel Tria. Le château de la Belle au Bois dormant, réveillé pour un soir. Le château de Lanciano, dans les Marches, en plein cœur de l'Italie traditionnelle. Dans le rôle du prince charmant, la fine fleur de l'aristocratie italienne conviée au concert organisé par la Coordination de lutte pour la tradition. Une soirée dédiée aux victimes de la terreur et destinée, selon les termes de l'invitation, à s'opposer aux commémorations officielles pour le bicentenaire de la Révolution française, étape importante du déchaînement des forces de la subversion et du matérialisme athée. Un discours auquel les nobles participants ajoutent quelques nuances. Les choses ont changé, les temps ont changé, les façons de vivre. La société elle-même a changé. Aussi, ce ne serait plus possible de vivre comme autrefois. Cependant, il y a d'autres méthodes pour changer les choses. Alors, il fallait la faire, cette révolution, alors? Pas de cette manière-là. À l'origine de ces contre-célébrations, le marquis Gianfranco Luzzi, aujourd'hui restaurateur et grand propriétaire terrien. Fils d'un compagnon de Mussolini exécuté par les partisans, il fut dans sa jeunesse un activiste de la fraction la plus dure du MSI, le parti néofasciste. Dans le parc de loisirs conçu par ses ancêtres il y a 130 ans, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Malheureusement, les idées sacrilèges enfantées par la Révolution française ont quelque peu modifié le paysage et les mentalités tout autour. Alors, le temps d'une commémoration, le marquis retrouve l'ardeur de ses 20 ans et remonte à l'assaut de la République. Une chose est sûre, c'est qu'elle a bouleversé tout un monde, le monde de la tradition, et qu'elle a ouvert une époque nouvelle, une époque beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus athée. Et Mussolini, c'est quelqu'un que vous admirez? Bien sûr. Alors Mussolini, c'est aussi l'alliance avec Hitler. Et le nazisme, le fascisme, c'est des millions de morts, non? Attends. Le soir du 14 juillet, à l'heure où s'ébranle le cortège de la Marseillaise sur les Champs-Élysées, l'évêque du diocèse apporte la bénédiction de l'église aux célébrations organisées par le marquis. Dans la petite église de Sainte-Marie du Christ glorieux, le tiers-état local se retrouve côte à côte avec la noblesse, en face du clergé, comme au bon vieux temps. Beaucoup d'hommes sont profondément convaincus que nous assistons aujourd'hui au dernier coup de queue du monstre de la Révolution. C'était l'occasion, en tout cas, pour le marquis et les siens, de redonner vie un instant au manège des nostalgies. Le sport maintenant, marqué par des surprises ce week-end, a commencé par le Tour de France cycliste. Dans l'étape contre la montre des Alpes aujourd'hui, eh bien, Laurent Fignon a perdu son maillot jaune et Greg LeMond, eh bien, lui, l'a récupéré. Claude Aymar. Le grand vainqueur aujourd'hui, c'est lui, l'Américain Greg LeMond. Sur les 39 km de ce contre-la-montre alpin, il a réalisé 2 superbes opérations. D'abord, LeMond reprend le maillot jaune à Laurent Fignon. Le Français, pas vraiment à l'aise dans la montée d'Orsières, va perdre 47 secondes sur l'Américain. Et ensuite, LeMond rivalise avec Delgado. On envisageait un écart important entre les deux hommes. LeMond termine 5e de l'étape, mais à seulement 8 secondes de l'Espagnol. L'Espagnol qui perd du temps dans le dernier kilomètre, résultat, il termine à 6 secondes d'Indurain, 3e, et à 25 secondes de Lerareta, second. 2, 3, 4, beau tir groupé des Espagnols. Quant au premier, sa victoire passe presque au second plan et pourtant Steven Rooks, impérial, laisse Lerareta à 24 secondes, Indurain à 43, Delgado à 49 et LeMond à 57 secondes. Au classement général, LeMond est donc en tête, 2e Fignon, 3e toujours Mottet, même s'il termine aujourd'hui à 2,24 de Rooks, et 4e Pedro Delgado, qui reste plus que jamais le favori.
Un Français déçu donc, Laurent Fignon, un Français heureux en revanche, Alain Prost, 8 jours après sa victoire au Grand Prix de France au Castellet, eh bien, il récidive et remporte le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone. Il en profite également pour se détacher largement au classement du championnat du monde des pilotes. Son coéquipier et principal adversaire également, Ayrton Senna, ayant abandonné. Lionel Chamoulot. Deux McLaren en tête, comme d'habitude, mais Senna, mal adapté à sa nouvelle boîte de vitesse, commet une faute et sort au 12e tour. Alain Prost prend le commandement et ne s'apitoie guère, bien sûr, sur les soucis de son équipier rival, obligé d'abandonner pour la 4e fois consécutivement. Je n'analyse pas vraiment ce qu'il fait. Même devant moi, il a failli sortir de la piste 3 ou 4 fois en 5 ou 6 tours. Et, bon, je pense que j'étais un peu plus à l'aise que lui. C'était difficile de rester derrière dans le sillage à cause des turbulences, mais je m'occupe de mes problèmes et c'est tout. Et les problèmes, Prost ne semble pas en connaître, tout simplement parce qu'il sait les éliminer. 3e victoire de la saison, la 38e de sa carrière, 20 points d'avance sur Ayrton Senna. Tout va bien pour le Français. En revanche, certains ont eu des frayeurs, comme Ricardo Patrese à leur 3e, qui sort très vite et très fort. Heureusement, les pneus sont bien placés pour arrêter la Williams-Renault. Frayeur aussi pour le Français Jean Alesi, qui sort à 290 km/h, tape le rail, rebondit, traverse la piste sans heureusement percuter une autre voiture. Et puis, le 2e de ce Grand Prix, Nigel Mansell, aurait pu lui aussi se faire peur lorsque son pneu avant droit explose. Le 3e aujourd'hui, c'est Nannini. Alain Prost, radieux et confortablement installé en tête à la mi-saison. Prochain rendez-vous dans 15 jours en RFA. Voilà, bravo Alain Prost, mais visiblement l'ambiance n'est pas au beau fixe chez McLaren Honda. Grand Prix de France motocycliste maintenant au Mans. En 500 cm3, victoire de l'Américain Lawson devant son compatriote Kevin Schwantz, auteur d'une très belle remontée. Alexandre Delperrier. L'Américain Eddie Lawson est heureux, il vient de gagner son 2e Grand Prix de la saison et salue alors Kevin Schwantz, 2e. Pourtant, Kevin Schwantz, tout comme le Français Christian Sarron, réalise un départ très moyen. Les deux hommes sont gênés par les autres concurrents et perdent de précieuses secondes. Devant, deux hommes profitent alors de cette situation et s'échappent, Eddie Lawson et Wayne Rainey. Un peu plus loin, l'on va alors assister à une très spectaculaire remontée de Kevin Schwantz, qui double successivement Christian Sarron, puis peu de temps après les deux Américains, Wayne Rainey et Eddie Lawson. Schwantz est alors leader temporaire de la course et est tellement sûr de lui qu'il se permet même de jeter son protège-visière. Mais Lawson, c'est l'expérience, c'est le champion du monde en titre, et dans les derniers tours, il repasse Kevin Schwantz et s'impose. Wayne Rainey prendra la 3e place, Sarron la 4e. Au classement général du championnat du monde, Wayne Rainey devance Lawson, Christian Sarron lui est 3e. Suite maintenant de notre feuilleton 20 ans déjà, ils ont marché sur la Lune jusqu'au 21 juillet, chaque soir dans notre édition de 20h, une étape des 3 cosmonautes américains en route vers la Lune. Hier, c'était la préparation de la fusée Saturne V. Ce soir, le départ dans la nuit du 16 juillet 1969. Patrick Esther. 16 juillet 1969. 3 hommes, la mallette de climatisation du scaphandre à la main, un autobus, les flashs, la gloire. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Saturne V arrache ses 3000 tonnes du sol de Floride, un sol qui tremble jusqu'à 15 km. Les tuyères des moteurs dévorent 15 tonnes de kérosène et d'oxygène par seconde. Déluge de feu et de glace arrachés par les vibrations sur les parois des réservoirs. Un chalumeau de 500 mètres de long, et puis quelques minutes plus tard, tandis que l'accélération devient violente, la séparation des étages à 38 000 km/h. Apollo 11 est en route pour la Lune. La suite au prochain numéro, demain soir à 20h. Décidément, la France est en fête en ce mois de juillet pour le bicentenaire. Encore et toujours, magnifique parade aujourd'hui à Rouen des voiles de la liberté. Les plus grands voiliers du monde défilent sous vos yeux. 23 navires, tous plus beaux les uns que les autres. 3000 marins en parade aujourd'hui à la sortie du port de Rouen.
La fête encore pour ceux qui ont gagné le tiercé du jour, qui se courait à Maison Lafitte. Voici les résultats qui s'inscrivent sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 5, le 8 et le 4. Et pour le Quartet Plus, eh bien, vous ajoutez le 10 et vous gagnez un peu plus de 10 000 francs. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Après le policier du dimanche soir, eh bien, vous retrouverez aux alentours de 23h10 Jean-Claude Alanic pour les toutes dernières informations. Quant aux 20h demain soir, eh bien, il vous sera présenté, et pour toute la semaine, par Philippe Lefebvre. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve samedi prochain avec toujours autant de plaisir. Bonsoir, à la semaine prochaine.